La Roumanie est ce grand pays aux confins de l'Europe de l'Est qui demeure méconnu. Au cœur de paysages magnifiques, les habitants ont réussi à conserver leur culture et leurs traditions. De son patrimoine architectural au parc naturel qu'elle renferme, la Roumanie, pays latin, francophile et souvent francophone, réserve bien des surprises. La Roumanie est l'un des pays les plus grands et les plus peuplés d'Europe. Nous allons débuter notre visite par la découverte de la Transylvanie, plus précisément une région située au nord du pays, le long de la frontière ukrainienne, le Maramureș. Breb est un village de paysans posé au pied de la chaîne de petites montagnes du Goutaï. Il est longtemps resté à l'écart des circuits touristiques. Les fermes possèdent une vaste cour qui sert aussi de lieu de vie lorsque la météo est clémente. La grand-mère de la maison est absorbée par son ouvrage. Elle répare un tapis traditionnel. Ses voisins ont transformé plusieurs de leurs habitations en maisons d'hôtes. Ils ont cherché à conserver au maximum le style de mobilier et la décoration de la région, où le bois bien sûr domine. Les intérieurs sont chaleureux. Ils réconfortent les habitants pour lesquels l'hiver, ici, est particulièrement rigoureux. L'utilisation importante du bois dans les constructions oblige les fermiers à entretenir avec soin leurs dépendances. La richesse d'une demeure se mesure au raffinement de son portail d'entrée. La porte est un signe d'appartenance à la noblesse. Elle est un marqueur qui indique que derrière elle, dans cette maison, vit une famille prospère. Que ce soit par le passé ou de nos jours, une telle porte représente un investissement conséquent. L'engouement pour ces portes est tel que le carnet de commandes de Petric est complet sur plusieurs mois. Par le passé, les portes étaient assez semblables. En général, les portes étaient plus petites. Elles possédaient alors un caractère purificateur. Elles portaient des symboles chrétiens. Sur chaque porte, on pouvait retrouver une croix et des références au Christ. Les prix de ces œuvres ne semblent pas freiner les amateurs. Elles peuvent dépasser plusieurs dizaines de milliers d'euros suivant leur complexité. La réalisation d'un portail un peu imposant, de 4 mètres de haut pour 7 mètres de large, demande environ 50 jours de travail. Il nous faut 3 personnes sur l'ouvrage, mais par contre, tout est fait à la main. Les portes anciennes se repèrent facilement avec leur bois patiné par les intempéries. Celui-ci donne chez Maria qui travaille la laine. Les troupeaux de moutons ne manquent pas pour fournir une laine de qualité. Le métier à tisser est quant à lui un peu à bout de souffle. Il faut compter 2 jours pour faire un tapis. Il y a des femmes qui arrivent à le faire en moins de temps, mais moi j'ai du mal maintenant. J'ai mal au dos, je suis une vieille femme, j'ai presque 80 ans. Ces couvertures servent de plus en plus comme éléments de décoration. La plus grande pièce de la maison était à l'époque réservée aux invités. Les parties plus petites, on y faisait dormir les anciens. Mais les anciens ont construit de belles maisons. Que Dieu les bénisse.
Sur les hauteurs du village, on cultive des céréales, mais surtout du fourrage pour les animaux. En ce mois de juillet, toutes les familles sont mobilisées. Celle de Paul Long est très active. La récolte est stockée en grandes meules rondes. Elles peuvent se conserver ainsi plus de 2 ans. Ici, la première récolte est destinée aux animaux. C'est du foin. Si jamais la repousse est bonne, nous pouvons faire une deuxième récolte. Normalement, c'est un mélange de trèfle et d'herbe. Mais là, avec les chaleurs importantes que nous avons eues, on ne sait plus. À proximité, dans le village de Oteni, l'église SF Arangeli date de 1790. C'est une étroite construction de bois, caractéristique de l'architecture du Maramureş. Sa particularité est d'accueillir en alternance des prêtres orthodoxes et catholiques. La proximité du massif des Carpates et l'altitude favorisent des hivers rigoureux. Le travail de la laine s'est donc particulièrement développé dans le Maramureş. Et ici, on travaille la laine sous toutes ses formes, en particulier la laine bouillie et cardée. L'installation est rudimentaire, mais elle a fait ses preuves à travers les âges. Djouja fait d'abord bouillir la laine pour ensuite la malaxer avec ses pilons de bois pendant une bonne heure. La mécanique fonctionne grâce au moulin à eau qui jouxte la maison. Djouja est en train de fabriquer des tapis de feutrine. Ce n'est plus rentable de fabriquer des tapis de la sorte. C'est long et compliqué à produire. À terme, tout cela va disparaître. Djouja continue aussi à filer la laine et à tisser des vestes traditionnelles. Elle a conscience qu'elle ne peut plus en faire commerce, mais elle tient à perpétuer ses traditions. On ne va pas gagner notre vie avec ça. Certains y arrivent encore. Moi, je le fais surtout pour nos enfants et petits-enfants. Quant à moi, en hiver, je ne peux pas me passer de ces vestes chaudes, surtout lorsqu'il fait très froid. De l'autre côté du village, un mariage vient de débuter. Comme dans toute la Transylvanie dont font partie les Maramureş, les traditions sont encore bien vivantes. On attend que le marié aille chercher sa promise dans la maison de ses parents pour l'emmener à l'église. La famille et les proches patientent tous dans la rue avant de traverser le village en cortège. Après la cérémonie religieuse, place au banquet où la Twissa coulera à flot. Cette eau de vie de prune est très appréciée dans le Maramureş. Les icônes sur verre de Transylvanie ont connu un sort assez curieux. Dédaignées par les gens de la ville, elles ont longtemps été chères aux paysans. Mais au cours des dernières décennies, ceux-ci les ont à leur tour méprisées. Elles jouissent aujourd'hui de la faveur des intellectuels et des artistes de la ville. Johan Borlean en est un des grands spécialistes.
C'est vraiment une technique de peinture très particulière, qui est propre à la Transylvanie et au Maramureș. Elle existe depuis plus de 300 ans. C'est l'époque où, en Transylvanie, des ateliers ont commencé à apparaître en utilisant ce matériau qu'est le verre, en profitant de ses qualités, comme la transparence. Ils en ont fait un objet très précieux. Le travail se fait au miroir, c'est-à-dire peint sur l'envers de la vitre. Cela permet de protéger la peinture sans avoir besoin de vernir l'œuvre. La dernière étape consiste à combler les zones qui n'ont pas été remplies par de la peinture en couleur, par des feuilles d'or. Celles-ci, en général, se situent au-dessus de la tête des personnages, créant ainsi une auréole du meilleur effet. Dans la vallée voisine de la Mara, l'église Saint-Paracheva fait partie des 8 églises en bois retenues comme patrimoine historique de l'UNESCO. Construite en 1770, on y célèbre le culte orthodoxe roumain. Le prêtre et le diacre sortent du sanctuaire en apportant le livre de l'Évangile. S'ensuit la lecture d'un épître, puis le diacre chante l'Évangile. La messe s'achève avec la prédication et la prière pour les fidèles. Le dimanche, l'église étant trop petite, la messe se poursuit à l'extérieur. Acum și pururea și în vecii vecilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut, Fiule și cuvântul lui Dumnezeu. Cel ce ești fără de moară. Și acum și pururea și în Le Maramureș est une terre de monastères. Parfois haut perchés en pleine nature, à l'écart des grands axes de communication, ils occupent des lieux reculés et presque inaccessibles pour accueillir les méditants à la recherche de silence. Le monastère de Barsana doit sa popularité d'être construit autour d'un édifice datant du XVe siècle. Un couvent s'est installé à ses côtés par la suite. L'ensemble a été récemment restauré. La terre ici a été aussi très féconde pour les potiers, qui ont longtemps profité d'une argile de qualité. Chez les Tanassé, on est potier de père en fils. Bournard produit surtout des objets du quotidien pour la cuisine et la table, ce qui ne l'empêche pas d'en embellir certains pour les quelques touristes de passage. Nous allons chercher la terre à proximité. Il n'y a pas d'autre région en Roumanie qui possède une terre de cette qualité. Il faut désormais creuser à plus de 10 mètres de profondeur pour trouver une terre épaisse, bien grasse, de qualité, qui convient pour réaliser des poteries rouges, jaunes ou noires.
La poterie que je produis est un héritage transmis par mes grands-parents. Ce sont des objets que l'on utilise pour le lait et l'eau, mais aussi pour la nourriture. Lorsqu'on la prépare dans ces récipients, il donne au plat un goût particulier. Nous restons en Transylvanie pour rejoindre une région qui a été colonisée par les Saxons il y a 1 millier d'années. Elle se caractérise par de nombreux villages médiévaux et des églises fortifiées. Le centre historique de Sigisoara figure au patrimoine mondial de l'UNESCO. La vieille ville a été fondée par des marchands et des artisans venus d'Allemagne, les Saxons de Transylvanie. Ancienne entrée principale de la ville fortifiée, la tour horloge date des XIIIe et XIVe siècles. Son clocher renferme un mécanisme comportant des figurines en bois, dont certaines s'animent suivant les heures de la journée. La citadelle a conservé 9 de ses tours d'origine. Érigée entre le XIVe et le XVIe siècle, elle servait à se défendre des raids menés par les Turcs. L'église de la colline a été érigée à 429 mètres de haut. On y accède en gravissant les 172 marches d'un escalier datant du XVIIe siècle. Derrière l'église reposent d'illustres dignitaires allemands, rappelant l'âge d'or de la cité entre le XVIe et le XVIIe siècle. C'est ici que l'écrivain Bram Stoker a puisé son inspiration pour créer l'un des personnages littéraires les plus terrifiants, le comte de Dracula. L'histoire du fameux vampire tire en effet son origine d'un prince de Valachie, connu sous le nom évocateur de Vlad III l'Empaleur. Il est le fils de Vlad II Dracule, qui signifie dragon, d'où son surnom de Draculéa, le fils du dragon. La maison natale de Vlad III fait depuis l'objet de toutes les attentions. Mais s'il était bien un prince cruel, il n'était en rien un vampire. Au XIIe siècle, le roi hongrois Géza incita les Saxons d'Allemagne occidentale à s'installer dans la région. Au XVe et XVIe siècle, en raison des attaques répétées des Turcs, les bourgs et les églises furent protégés par d'épais remparts. Parmi ces 7 cités médiévales, ces Siebenbürgen, Birtan est sans doute la plus représentative. C'est la seule église fortifiée de la région où sont encore célébrés des offices réguliers. Au Moyen-Âge, les Roms ou Tziganes ont migré de l'Inde vers l'Europe. Aujourd'hui, on estime qu'ils sont environ 700 000 à travers le pays. Malgré un ostracisme important, ils sont reconnus en particulier pour leur qualité de dinandiers. Leurs demeures, comme chez Victor Klopotor, sont souvent organisées sur le même modèle avec une vaste cour. Nous avons beaucoup de clients qui sont intéressés par ce que nous produisons, que ce soit la vaisselle, les ustensiles de cuisine ou encore les alambics pour fabriquer la tuika, notre eau de vie. Les matériaux que nous utilisons sont sains et n'altèrent pas du tout le goût des aliments. Le savoir se transmet de génération en génération. Le fils de Victor, qui porte le même nom que lui, est déjà très actif. Le cuivre de qualité alimentaire utilisé est importé de Nuremberg en Allemagne. Lorsqu'à l'époque, notre peuple a échappé à l'esclavage, c'est ce qu'ils savaient faire le mieux à ce moment-là. Et c'est aussi ce qui leur a permis de survivre. Victor travaille aussi les bijoux. Sa plus grande fierté est d'avoir remporté un concours organisé par une grande marque de design américaine. Grâce à la précision de son geste, il peut réaliser toutes sortes d'objets en argent de grande valeur.
Viskry est un village retiré, situé sur la route qui relie Sigisoara à Brașov. Malgré sa difficulté d'accès, le lieu vaut le détour, car il abrite l'une des plus spectaculaires églises fortifiées de Transylvanie. La construction de l'église s'est étalée du XIIIe au XVIe siècle. Son entretien, ainsi que la rénovation de nombreuses maisons du village, ont été financés par le Mihai Eminescu Trust, largement soutenu par Charles III d'Angleterre lorsqu'il était encore prince de Galles. La rue principale abrite de belles maisons traditionnelles saxonnes, transformées pour certaines en chambres d'hôtes. Au quotidien, le mode de vie demeure rustique. Détail amusant, le bétail qui a passé sa journée dans les champs voisins est ramené chaque soir par un habitant jusqu'à l'entrée du village. Chaque bête rentre ensuite toute seule dans sa ferme. Comme partout, malgré la beauté de la campagne saxonne, l'attrait de la ville sépare les familles. Lorsque les enfants quittent le monde rural, les agriculteurs se retrouvent démunis. Leurs terres, autrefois transmises de père en fils, peuvent, si elles ne sont pas exploitées pendant un moment, être occupées par d'autres, voire tomber dans les mains de promoteurs immobiliers. L'une des solutions consiste alors à planter le strict minimum et à réquisitionner toute la famille le temps des moissons. À Poiana Mazului, la famille Necoloiu possède encore quelques bêtes. Ouais, c'est du fourrage pour les animaux, pour les vaches, les chevaux. On a aussi quelques moutons. On travaille beaucoup. C'est pour les enfants, mon épouse. Et comment vous dire, ça serait vraiment dommage d'abandonner nos terres. Le monastère de Sambata de Sousse, dans le canton de Brașov, a vu le jour en 1696 à l'instigation du prince de Valachie, Constantin Brankovan. L'Église orthodoxe est achevée en 1707. C'était à l'époque un geste politique fort de construire ce monastère à proximité du pays saxon et de ses nombreuses églises catholiques et protestantes. Les monastères ont toujours joué un rôle important dans la politique, l'économie et l'histoire culturelle d'une région. Pour preuve, l'abbaye cistercienne de Carta, fondée en 1205, a introduit et développé l'architecture gothique et les cépages de Bourgogne dans la Transylvanie médiévale. C'est la plus orientale de toutes les abbayes cisterciennes médiévales d'Europe et elle a connu une histoire mouvementée. En 1474, le roi de Hongrie ordonne même son abandon à la suite de plusieurs invasions ottomanes. Le pays possède plusieurs chaînes de montagnes, dont les monts Fagaras qui surplombent la campagne saxonne. Le changement de paysage est radical. À près de 1200 mètres d'altitude, une cascade majestueuse donne le ton. Pour accéder au sommet, on peut emprunter la Transfagarasan, la plus haute route bitumée de Roumanie. Dans un décor unique, elle est considérée par les spécialistes automobiles comme l'une des plus belles routes d'Europe. Au sommet, le lac Balea scintille au milieu des rochers à 2000 mètres d'altitude. Tout autour, les pentes abruptes du cirque offrent en hiver de belles sensations aux skieurs avertis. L'été, ce sont d'immenses troupeaux de moutons qui prennent possession des lieux.
Marquant la limite méridionale de la Transylvanie, Brașov, adossé au mont Tampa, demeure malgré sa superficie une ville de montagne. Fondée au début du XIIIe siècle par les chevaliers teutoniques, elle devient ensuite une colonie marchande allemande appelée Kronstadt. Cette bourgeoisie marchande fit de Brașov un carrefour commercial aux portes de l'Orient grec, puis turc, et de la principauté roumaine voisine, la Valachie. Son monument le plus visité est l'église Noire, dont un incendie ravageur en 1689 a juste noirci les murs. En 1987, c'est de Brașov que des premières manifestations ont débuté pour commencer à ébranler le gouvernement de Ceausescu. L'hiver, on vient profiter du beau domaine skiable de Poiana Brașov ou randonner dans le parc national de Piatra Craiului, la pierre du prince. Plusieurs vallées magnifiques partent depuis la rivière Bursa, comme cette faille qui donne accès à la chaîne de montagnes Piatra Craiului. À la belle saison, les troupeaux envahissent les vallées d'alpage, comme celle de Groapele. Ici, plusieurs familles ont regroupé 700 têtes qui vont profiter de l'herbe fraîche de fin mai à début septembre. Grande opération de la journée, la traite du troupeau démarre à 16 heures précises. C'est un exercice physique où ils ne sont pas trop de 3 pour maîtriser la fougue des brebis des Carpates, une race ancienne et vigoureuse. Nous faisons du fromage avec le lait. Comme vous pouvez le voir, c'est une traite manuelle. Mais ici, nous avons des problèmes avec les loups et les ours. Les bergers sont entourés de nombreux chiens qui sentent à distance la présence d'intrus. Cet été, ce sont surtout les ours qui se sont montrés menaçants. « 15 molosses veillent sur le troupeau. À quelques kilomètres de là, Vasile Daniel Galan et ses employés sont eux aussi en pleine opération de traite. Le troupeau profite de l'alpage pendant toute la saison estivale. Le fermier produit un fromage réputé dans toute la région, le bourdouf. Le petit groupe est bientôt rejoint par une carriole en provenance du parc à moutons. Son conducteur a mis 1 heure pour traverser la forêt. Il va ramener le produit de la traite jusqu'à la fromagerie. Le lait est immédiatement versé dans de grands chaudrons en cuivre. Le lait de brebis va ensuite être mélangé avec le lait de vache. C'est Vasile Daniel Galan qui est à la manœuvre. Nous restons 4 mois avec les vaches en montagne, de mai à septembre. Le bourdouf est vraiment un excellent fromage. C'est une tradition ancienne que de mélanger le lait de brebis avec le lait de vache. Nous faisons perdurer cette tradition. Pour obtenir ce fromage, on coupe en petits morceaux la pâte obtenue avec le lait coagulé. Puis elle est salée et pétrie. La mixture est ensuite placée dans un étui en écorce de pin que les bergers peuvent emmener avec eux en montagne.
Je n'ai rien changé dans la recette. Elle est à l'identique de ce que j'ai appris. Les gens apprécient ce mélange qui n'est pas courant, car nous sommes peu nombreux à le faire encore ainsi. Tout autour des monts Piatra Craiului, la nature déploie ses atouts dans des décors de cartes postales. Le village de Fundata, au-delà de ses qualités esthétiques, vit avant tout de l'agriculture. En cette mi-juillet, chez les Stoianes, les journées sont suffisamment longues pour rentrer le fourrage avant d'éventuels orages. Tout le monde a été mis à contribution, aussi bien la grand-mère qu'une vieille voiture qui fait office de tracteur. Mama Tika, comme on l'appelle, n'a qu'une vache et son veau. Le lait couvre les besoins de la famille, tout comme les poules pour les œufs dans le poulailler voisin. Mama Tika possède un voisin bien inquiétant. Un peu plus bas dans la vallée se dresse le château de Bran. Construit entre 1377 et 1388 par des Saxons de Brașov, il a fière allure. Vlad Tepes, le fils du prince Dracul, n'y a probablement séjourné que quelques nuits. Le marketing et une certaine mythologie ont fait le reste, baptisant la demeure de château de Dracula. Ce qui est certain, c'est que le château est toujours la propriété des Habsbourg, et que la reine Marie de Roumanie y a séjourné à partir de 1920 pendant plusieurs années. Elle avait fait venir un important mobilier d'Europe de l'Ouest de très grande qualité. Depuis 1957, le château est ouvert au public et il ne désemplit pas. Au pied du château, Gabriela Clinciu perpétue une tradition qui demande beaucoup de précision. Elle transforme les œufs de poule en œuvres d'art, en s'inspirant de l'iconographie régionale. C'est une tradition qui remonte à l'époque de la reine Marie. Puis ce sont les femmes du village qui l'ont perpétuée. Moi, à mon tour, je l'ai appris de ma mère. À cette époque, ma grand-mère avait l'habitude de nous emmener au marché le jeudi saint. Elle offrait en cadeau des œufs peints aux notables de la ville. L'opération est délicate. Après avoir percé la coquille de l'œuf pour évacuer son contenu, Gabriela va dessiner à la cire chaude d'abeille les contours des motifs désirés. Elle les plonge ensuite dans différents bains de couleurs, la cire délimitant parfaitement les dessins. Je me suis inspirée de la montagne. Il y a un berger et sa flûte, un mouton, des sapins. Vous voyez là, il y a même le chemin où circulent les moutons. Ces motifs aux formes géométriques, nous les retrouvons aussi sur les tapis. Ils font partie de nos traditions. En poursuivant notre route vers le sud, le paysage présente moins de relief. L'immense lac de Vidraru a été créé par l'édification du barrage du même nom. Haut de 166 mètres pour 305 mètres de long, il était à sa mise en service en 1966 le 5e plus grand barrage d'Europe.
À proximité du barrage, les ours qui vivent en surpopulation dans les forêts des environs se font parfois rejeter par leurs pères. Ils en viennent alors à mendier de la nourriture sur le bord des routes. Lorsque l'on évoque le culte orthodoxe, viennent souvent à l'esprit des décorations et des icônes richement colorées. Derrière sa façade d'inspiration byzantine, le monastère de Curtea de Arges n'est pas en reste. À l'origine orné de fresques et de mosaïques vénitiennes qui furent endommagées par un séisme, le monastère abrite à présent des peintures à dominante dorée, réalisées par l'architecte français André Lecomte du Nouy à la fin du XIXe siècle. Le monastère est aussi depuis le XVIe siècle la nécropole des premiers rois et reines de Roumanie, ce qui lui donne une importance toute particulière pour la population. Nous allons partir vers l'est du pays, sur un des fleuves iconiques de l'Europe de l'Est. Le Danube achève en Roumanie sa traversée du continent en se jetant dans la mer Noire après un parcours de 2800 km. À partir de Tulcea, le delta se divise en plusieurs bras. Celui de Sulina a été aménagé pour permettre la circulation des cargos et des bateaux de passagers. Le fleuve est d'ailleurs l'unique moyen pour rejoindre les différents villages situés dans le delta. 2 fois par jour, les habitants peuvent emprunter de grands ferrys pour aller faire leurs courses à Tulcea. Les bateaux transportent aussi tout ce dont un village peut avoir besoin, de l'électroménager aux matériaux de construction. Véhicules d'urgence et ambulances sont remplacés par des vedettes rapides. Il faut compter 3 heures de navigation pour rejoindre Krisan. Niché au cœur du delta, le village s'étale sur 3 km le long des rives du fleuve. On y vit surtout de l'agriculture et de l'élevage. À Krisan plus qu'ailleurs, on peut mesurer l'immensité de cette zone marécageuse de 4178 km² que représente le delta. En perpétuelle évolution, ponctuée d'îlots de roseaux flottants et de bancs de sable, on circule dans un véritable labyrinthe de petits canaux. Cet univers protégé abrite 300 espèces d'oiseaux et 160 espèces de poissons, une biodiversité unique en Europe. Pêtre est photographe animalier. Il sillonne le delta depuis plus de 20 ans. Il en connaît tous les recoins. Le bilan écologique du delta est bon. Nous avons un très grand nombre d'espèces vivantes, que ce soit les oiseaux, les insectes, les animaux. Il y a un bon équilibre. Sur la rive opposée au village, les pélicans sont un peu les seigneurs des lieux, tout du moins les plus visibles. 2 des 8 espèces connues de pélicans, le pélican frisé et le pélican blanc, nichent dans le delta. C'est la colonie de pélicans communs la plus importante en Europe. Elle est évaluée à plus ou moins 2500 couples. Elle s'installe au début du printemps et repart à la fin de l'été ou au début de l'automne pour passer l'hiver dans le delta du Nil ou sur d'autres deltas africains et moyen-orientaux. Le pélican s'organise pour se nourrir d'une manière collective et coopérative. Dans les eaux peu profondes, les oiseaux forment un groupe compact composé de pêcheurs et de rabatteurs. Les pélicans pêcheurs se placent en arc de cercle et avancent progressivement, tandis que leurs coéquipiers rabatteurs effraient et poussent les poissons vers eux.
Le droit de pêche des hommes, lui, est réglementé et surveillé. Le seul problème que je vois qui vient perturber cet équilibre est le manque d'eau. Depuis quelques années, le niveau d'eau est très bas. Au printemps, il devrait être pourtant assez élevé, afin d'inonder les plaines qui sont un refuge propice pour la reproduction des poissons. De l'autre côté du bras du fleuve, celui où est installé le village de Krisan, des lacs plus grands constituent une bonne configuration pour les pêcheurs. Sur le lac Jacob, Christy Bourlassou est pêcheur professionnel. En cette fin de printemps, il vient relever ses filets et ses nasses posées la veille. Ouais, c'est vraiment une journée magnifique. J'attrape différentes espèces, des carassins, des silures, des carpes. La quantité de poissons pêchés baisse. Les années ne se ressemblent pas. Depuis 4 ans, le niveau de l'eau est bas et les poissons ont du mal à se reproduire. Il manque de l'eau, en particulier sur les plaines inondables, là où les poissons viennent frayer. Malgré un léger vent frais, la température est tout à fait acceptable. Au même endroit, l'hiver, il lui arrive de devoir casser la glace pour récupérer le poisson prisonnier. Le delta a donné naissance à la plus grande surface de roseaux du monde. Il crée au gré du vent des amas, de petites îles, qui atteignent parfois une surface conséquente. Tout y est en mouvance permanente. Ces îles flottantes se sont constituées de manière naturelle. Les racines des roseaux font environ 70 cm de long. Elles se sont agrégées et sont assez résistantes. On peut marcher dessus. Lors d'épisodes très venteux, des morceaux d'îles se détachent et peuvent circuler en fonction des courants et du vent. Nous avons toujours utilisé des roseaux dans le delta. Nous le travaillons de manière traditionnelle. Nous l'utilisons notamment pour la couverture des toits, des maisons. Cette utilisation avait un peu disparu depuis les années 80, mais je constate que ça revient bien actuellement. On l'utilise de plus en plus, que ce soit pour les toits ou encore les clôtures.
À mi-chemin vers la mer Noire, le village de Letea a une apparence quelque peu lunaire. Aujourd'hui, ce sont les chevaux qui partagent l'espace avec les quelques habitants encore sur place. Alors qu'ils étaient plus d'1 millier dans les années 30, on estime à moins de 300 le nombre d'habitants actuels. Alexandrina se souvient de cette époque animée. Avant, il y avait plein de monde ici, comme à Sulina ou à Tulcea. La plupart sont maintenant décédés et beaucoup d'autres sont partis. Avec le progrès technique et la désertification des villages, de nombreux paysans ont abandonné leurs chevaux dans le delta et il n'est pas rare d'observer des hordes sauvages. Ceux-là ont décidé d'occuper une maison abandonnée. La forêt primaire, composée de plusieurs chênes remarquables, a été classée réserve de biosphère sur 2800 hectares. Il y a encore quelques décennies, sa caractéristique était d'être inondable en hiver ou au printemps à la suite de fortes crues. Ce n'est visiblement plus le cas depuis un moment. La forêt abrite une petite cinquantaine de chevaux sauvages qui viennent se désaltérer au point d'eau en fin de journée à l'abri des regards. La petite ville de Sulina marque l'embouchure d'une partie du Danube dans la mer Noire. C'est le point le plus oriental de la Roumanie. Ce sont les Turcs qui ont donné son nom à la mer Noire en référence aux 4 points cardinaux qu'ils désignent par des couleurs. Kara, le noir, indique le nord. Sur la plage, on essaie tant bien que mal de sauvegarder une plante endémique, la Convolvulus persicus, qui se développe à partir de rhizomes. Le delta du Danube est d'ailleurs le 3e site au monde à présenter autant d'espèces différentes, végétaux et animaux confondus. La communauté la plus nombreuse de Sulina a toujours été celle des Grecs, en raison de leur présence historique autour de la mer Noire et de l'importance de leurs armateurs dans le trafic maritime et le commerce. Le pittoresque cimetière marin en témoigne, leur présence y est largement majoritaire. De nombreuses maisons rappellent leur origine hellénique par leur architecture, certaines portant non sans peine leur longue histoire. Les églises grecques orthodoxes sont en cours de rénovation. Elles offrent elles aussi un vibrant témoignage du passé. La vie est surtout rythmée par les mouvements des cargos et des ferries de voyageurs. Les quais sont donc très calmes une grande partie de la journée. Les côtes de la mer Noire ont toujours représenté un intérêt stratégique important. Elles ont fait l'objet de conquêtes militaires durant les différentes invasions. La forteresse d'Enissala, située au sud du delta, est l'une des dernières constructions médiévales encore debout dans cette région. Les historiens s'opposent sur l'origine du peuple ayant bâti cette citadelle au XIVe siècle. Pour certains, elle est l'œuvre des Génois, pour d'autres, des Byzantins. Plus au sud et bien plus ancien, le site d'Istria témoigne de la présence d'une colonie grecque au 7e siècle avant notre ère. Venus de la puissante cité de Milet, les navigateurs y ont fondé un comptoir commercial et une ville fortifiée, qui a longtemps dominé économiquement tout le nord-ouest de la mer Noire. Bucarest, la capitale, est devenue gigantesque. Ici, les vestiges du communisme font face à un capitalisme débridé. Deuxième plus grand bâtiment administratif au monde après le Pentagone, le Palais du Parlement est une création tristement célèbre de Ceausescu. Érigé en 1984, il n'a jamais été achevé.
il compte 12 étages et 8 niveaux souterrains, ainsi que 1100 chambres réparties sur 365 000 mètres carrés. Entre les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, les tremblements de terre successifs et la révolution de 1989, le patrimoine historique de Bucarest a souffert de nombreuses destructions. Pourtant, la ville comprend encore de beaux monuments restaurés, comme la bibliothèque universitaire ou la salle de concert de l'Athénée. La vieille ville présente un charme évident. Ici, des églises orthodoxes jouxtent des bars branchés et certains palais se sont transformés en restaurants. C'est le cas de cet ancien fundouk ou caravansérail qui accueillait autrefois les voyageurs. Le rez-de-chaussée était réservé aux chevaux et aux chameaux, tandis que l'étage abritait les chambres. À la fin de la journée, le centre historique, connu sous le nom de Vieux Centre, commence à vibrer de gaieté et d'énergie. Le cœur de la capitale séduit autant les quelques 2 millions d'habitants que les visiteurs de passage. Marques de luxe, bars à la mode et restaurants branchés se côtoient dans ce quartier ultra-tendance. Sans effacer les traces du passé, les Roumains ont su tirer profit de l'ère post-communiste. De ce côté-ci de l'Europe de l'Est, l'attrait pour l'avenir et la vitalité des traditions cohabitent harmonieusement et ont permis de faire renaître tous les espoirs.